Dans exactement 48 heures, un mécanisme irréversible va se mettre en marche qui changera définitivement les règles du jeu pour tous les investisseurs en France et dans la zone euro. Ce que je vais vous révéler dans les 30 prochaines minutes ne relève pas de la spéculation ou de l'alarmisme gratuit. Ce sont des faits vérifiables, des données que les institutions financières connaissent parfaitement, mais qu'elles s'efforcent de garder hors de la conscience publique. Je suis analyste de crise systémique depuis plus de 15 ans. J'ai prédit l'effondrement de plusieurs banques européennes avant que les médias grand public ne commencent même à poser les bonnes questions. Ce que nous vivons actuellement dépasse en ampleur tout ce que j'ai observé dans ma carrière. La dette française est sur le point d'atteindre un seuil critique qui va déclencher une cascade d'événements dont vous ressentirez les effets directs sur votre patrimoine, votre pouvoir d'achat et votre capacité à protéger vos actifs. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas directement exposé à la dette souveraine, détrompez-vous immédiatement. Chaque euro que vous possédez, chaque placement que vous détenez, chaque actif dans votre portefeuille est directement ou indirectement lié à ce qui va se produire dans les prochaines heures. Laissez-moi vous donner un chiffre qui devrait vous glacer le sang. La dette publique française vient officiellement de franchir le seuil des 3 200 milliards d'euros. 3 200 milliards. Pour mettre ce nombre en perspective, cela représente 113% du produit intérieur brut français. Nous sommes désormais plus endettés proportionnellement que lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas le montant absolu qui devrait vous terrifier, c'est la trajectoire. Nous ajoutons actuellement entre 150 et 200 milliards d'euros de dettes nouvelles chaque année. Chaque année. Et cette accélération ne ralentit pas, elle s'intensifie. Les prévisions du ministère des Finances que j'ai pu consulter, celles qu'il ne publie pas dans les communiqués officiels, montrent que nous nous dirigeons vers 130% du PIB d'ici 2028. À ce niveau, nous entrons dans une zone où, historiquement, tous les États sans exception ont soit fait défaut, soit imposé une restructuration brutale de leurs dettes qui a anéanti l'épargne de leurs citoyens. Mais ce qui rend la situation actuelle exponentiellement plus dangereuse que les crises précédentes, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui créent ce que nous appelons dans le jargon une tempête parfaite. Premièrement, les taux d'intérêt ont explosé. Il y a 3 ans, la France empruntait à des taux négatifs. L'État était payé pour s'endetter. Aujourd'hui, les taux sont repassés en territoire positif et continuent leur ascension. Chaque point de pourcentage d'augmentation des taux représente 32 milliards d'euros de charges d'intérêt supplémentaires sur la dette existante. 32 milliards. C'est plus que le budget total de l'éducation nationale. Nous en sommes au point où nous empruntons massivement juste pour payer les intérêts sur nos emprunts précédents. C'est la définition textuelle d'une spirale de Ponzi souveraine. Deuxièmement, et c'est là que les 48 heures deviennent critiques, il y a une échéance massive de refinancement de la dette française qui arrive dans les prochains jours. L'agence France Trésor doit placer sur les marchés plus de 50 milliards d'euros d'obligations nouvelles avant la fin de la semaine pour refinancer des obligations qui arrivent à maturité, 50 milliards en quelques jours. Or, les conditions de marché se sont dramatiquement dégradées. Les investisseurs étrangers, qui détenaient traditionnellement plus de 60% de la dette française, sont en train de se retirer massivement. Les fonds souverains du Golfe réduisent leur exposition. Les gestionnaires d'actifs asiatiques liquident leur position. Même les investisseurs institutionnels allemands, pourtant nos partenaires européens les plus fidèles, diminuent leurs achats. Savez-vous ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que pour placer ces 50 milliards, la France va devoir offrir des rendements de plus en plus élevés pour attirer les acheteurs. Et des rendements plus élevés signifient une charge de dette encore plus insoutenable, ce qui effraie encore davantage les investisseurs, ce qui nécessite des rendements encore supérieurs. Nous entrons dans une spirale auto-renforçante dont il n'existe qu'une seule issue historique, la crise de confiance brutale. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce qui va se passer dans 48 heures lors de cette adjudication obligataire va directement affecter votre vie quotidienne d'investisseur, même si vous ne possédez pas une seule obligation d'État. Imaginez que l'adjudication se passe mal. Les acheteurs ne se présentent pas en nombre suffisant. Le ratio de couverture, c'est-à-dire le nombre de demandes par rapport à l'offre, tombe en dessous de 2. Ce serait un signal d'alarme retentissant pour tous les marchés financiers mondiaux. Dans les minutes qui suivent,
Les agences de notation qui surveillent ces adjudications comme des vautours vont déclencher des réunions d'urgence. Fitch, Moody's, Standard & Poor's vont toutes reconsidérer leur notation de la dette française. Une dégradation de la note souveraine française déclencherait mécaniquement une onde de choc à travers tout le système financier européen. Voici la chaîne de causalité que très peu de gens comprennent. Les banques françaises détiennent des centaines de milliards d'obligations d'État françaises dans leur bilan. Ces obligations sont considérées comme des actifs sans risque dans les calculs de solvabilité bancaire. Si la note de la France est dégradée, ces obligations perdent leur statut d'actifs sans risque. Les banques doivent alors provisionner davantage de capital pour compenser ce risque nouvellement reconnu. Or, la plupart des grandes banques françaises sont déjà à la limite de leur ratio de capital réglementaire. Elles n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles sont forcées soit de lever des capitaux en émettant de nouvelles actions, ce qui dilue massivement les actionnaires existants, soit de réduire drastiquement leur exposition au risque en coupant les crédits aux entreprises et aux particuliers. Dans les deux cas, c'est vous qui payez. Si vous êtes actionnaire de banque française, votre portefeuille s'effondre. Si vous êtes entrepreneur ou particulier cherchant un crédit, les robinets se ferment instantanément. Mais ce n'est rien à côté de ce que je vais vous révéler sur les mécanismes de contagion qui vont s'activer si cette adjudication déclenche une perte de confiance. Le système financier moderne repose sur un échafaudage de dettes interconnectées d'une complexité hallucinante. Les banques françaises ont des expositions massives aux banques italiennes et espagnoles via le marché interbancaire. Ces mêmes banques italiennes et espagnoles sont assises sur des montagnes de leur propre dette souveraine nationale, qui est encore plus fragile que la dette française. Si la France vacille, l'Italie et l'Espagne s'effondrent immédiatement. Et si ces pays s'effondrent, c'est toute la zone euro qui implose parce que le système bancaire allemand, censé être le pilier de stabilité, est en réalité massivement exposé aux dettes périphériques européennes. Les banques allemandes ont prêté des sommes astronomiques aux États et entreprises du sud de l'Europe. Un défaut en cascade détruirait les plus grandes institutions financières allemandes. Christine Lagarde et la Banque centrale européenne le savent parfaitement. C'est exactement pour cette raison qu'ils ont mis en place des programmes d'urgence secrets qui peuvent être activés en quelques heures si une crise de la dette souveraine éclate. Ces programmes portent des noms techniques comme Transmission Protection Instrument, mais leur fonction réelle est simple: permettre à la BCE d'acheter massivement de la dette d'un pays en difficulté pour éviter que les taux d'emprunt ne s'envolent de manière incontrôlée. C'est une forme de monétisation de la dette, c'est-à-dire que la Banque centrale imprime de la monnaie pour acheter des obligations d'État. En termes clairs, c'est exactement ce qu'ont fait tous les États en faillite de l'histoire avant que leur monnaie ne s'effondre complètement. Weimar, Zimbabwe, Venezuela, Argentine. À chaque fois, la séquence est identique. L'État s'endette trop. Les investisseurs perdent confiance. La Banque centrale imprime pour combler le trou. L'inflation explose. La monnaie se désintègre. L'épargne est anéantie. Vous pensez peut-être que cela ne peut pas arriver à l'euro parce que c'est une monnaie continentale gérée par une institution indépendante. C'est exactement ce type de pensée magique qui détruit les fortunes. L'euro n'est pas protégé par une loi divine. C'est une construction politique fragile qui repose uniquement sur la confiance collective. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas. Regardez ce qui s'est passé en 2010 lors de la crise de la dette grecque. En quelques semaines, l'euro a failli exploser complètement. Seule l'intervention massive et les promesses illimitées de Mario Draghi ont stabilisé temporairement la situation. Mais les problèmes fondamentaux n'ont jamais été résolus. Ils ont simplement été repoussés dans le futur et amplifiés par encore plus de dettes. Ce futur, c'est maintenant. Les 48 prochaines heures vont nous dire si nous pouvons continuer à repousser l'inévitable ou si le moment de vérité est arrivé. Permettez-moi de vous expliquer ce qui va concrètement se passer pour différentes catégories d'investisseurs si cette adjudication déclenche une spirale de crise. Commençons par les détenteurs d'obligations, qu'elles soient d'État ou d'entreprise. Si les taux souverains français s'envolent, tous les autres taux d'emprunt suivent mécaniquement. Les obligations que vous détenez dans votre portefeuille vont perdre de la valeur instantanément. Pourquoi? Parce qu'une obligation est un instrument à revenu fixe. Si les taux de marché montent à 4%, alors que votre obligation paie seulement 2%,
Personne ne veut acheter votre obligation au prix d'origine. Sa valeur de marché chute pour que son rendement s'aligne sur les nouveaux taux. Lors de la dernière hausse des taux de la BCE, certaines obligations longues ont perdu 30 à 40% de leur valeur en moins d'un an. 30 à 40%. Si vous êtes forcé de vendre pendant cette période, vous matérialisez des pertes catastrophiques. Pour les investisseurs en actions, le mécanisme est différent mais tout aussi dévastateur. Une crise de la dette souveraine entraîne systématiquement une contraction du crédit dans toute l'économie. Les entreprises ne peuvent plus emprunter pour financer leurs opérations et leurs investissements. Leur croissance s'arrête net. Leurs marges se compriment parce que les coûts de financement explosent. Les bénéfices s'effondrent. Et quand les bénéfices s'effondrent, les valorisations boursières suivent immédiatement. Le CAC 40, qui représente les plus grandes entreprises françaises, pourrait facilement perdre 30 à 50% de sa valeur en quelques mois si une crise de confiance majeure se déclenche. Et ne croyez pas que diversifier internationalement vous protège complètement. Dans un monde financier globalisé, les crises se propagent à la vitesse de la lumière. Si l'Europe plonge, Wall Street plonge. Si Wall Street plonge, les marchés asiatiques plongent. Il n'y a plus de refuge géographique dans les marchés actions traditionnels. Les investisseurs immobiliers ne sont pas épargnés non plus. Une crise de la dette souveraine entraîne mécaniquement une montée des taux hypothécaires. Nous avons déjà vu les taux de crédit immobilier tripler depuis 2022. Si la situation se dégrade encore, nous pourrions voir des taux à 6 ou 7%, voire plus. À ces niveaux, le marché immobilier se fige complètement. Plus personne ne peut emprunter pour acheter. Les transactions s'effondrent, et quand les volumes de transactions disparaissent, les prix nominaux peuvent rester artificiellement élevés pendant un temps, mais la liquidité s'évapore. Vous possédez peut-être un bien immobilier qui vaut théoriquement 500 000 €, mais si vous ne trouvez pas d'acheteur solvable, cette valeur est purement fictive. De plus, une crise économique profonde entraîne du chômage massif, ce qui signifie que vos locataires ne peuvent plus payer leur loyer, que les défauts de paiement explosent, que les saisies immobilières se multiplient. Le marché immobilier résidentiel pourrait facilement perdre 20 à 30% de sa valeur dans les grandes métropoles françaises. Maintenant, parlons de quelque chose que pratiquement aucun analyste grand public n'ose aborder frontalement: le risque de contrôle de capitaux et de restrictions bancaires. Quand un État est acculé par sa dette et qu'une crise de confiance éclate, il dispose d'un arsenal de mesures d'urgence pour éviter une fuite massive des capitaux. Ces mesures incluent des limitations sur les virements internationaux, des plafonds sur les retraits d'espèces, des interdictions temporaires de sortie de capitaux du territoire national et, dans les cas extrêmes, des prélèvements directs sur les dépôts bancaires. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Regardez ce qui s'est passé à Chypre en 2013. Du jour au lendemain, 10% des dépôts bancaires supérieurs à 100 000 € ont été confisqués pour renflouer le système bancaire. Regardez la Grèce en 2015 avec ses contrôles de capitaux draconiens. Regardez l'Argentine qui a imposé des restrictions qui durent encore aujourd'hui. Regardez le Liban où les déposants ne peuvent plus accéder à leur propre argent depuis des années. Chaque fois, les populations se disaient que cela ne pouvait pas arriver chez eux, que leur pays était différent, que leurs institutions étaient solides. Ils avaient tort. La France n'est pas immunisée contre ce type de mesures d'urgence. Les textes juridiques existent déjà dans le Code monétaire et financier. L'article L152 du Code monétaire et financier permet au ministre de l'économie de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver la stabilité du système financier en cas de crise. Toutes mesures nécessaires. Cette formulation délibérément vague donne un pouvoir quasi illimité. Des plans de contingence détaillés existent dans les tiroirs de Bercy qui prévoient exactement comment imposer des contrôles de capitaux si une panique bancaire se déclenche. Ces plans ont été rédigés après la crise grecque précisément pour éviter que la même chose ne se reproduise en France. Mais la leçon qu'ils en ont tirée n'est pas de résoudre les problèmes de dette, c'est simplement de se préparer à contrôler la population quand l'effondrement arrivera. Ce qui m'amène à un point absolument crucial que vous devez comprendre pour saisir la gravité de ce qui approche. Le système financier moderne ne fonctionne que grâce à la confiance et au crédit. Les banques ne détiennent qu'une fraction minuscule des dépôts sous forme de réserves réelles. Le reste est prêté, investi, utilisé pour créer encore plus de crédit. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. En pratique, pour chaque euro de dépôt réel,
Le système bancaire peut créer 10 € de crédit. Ce système est extrêmement efficace en période de stabilité, mais il est catastrophiquement fragile en période de crise. Si seulement 10% des déposants veulent retirer leur argent simultanément, le système s'effondre immédiatement parce que l'argent n'existe tout simplement pas sous forme physique. C'est une pyramide inversée reposant sur un socle minuscule de réserves réelles. Maintenant, imaginez ce qui se passe si l'adjudication des 48 prochaines heures déclenche une perte de confiance. Les premières personnes informées, les initiés qui comprennent les implications, vont commencer à retirer discrètement des montants importants. Puis l'information va se propager via les réseaux sociaux et les médias financiers. En quelques heures, des dizaines de milliers de personnes vont tenter d'accéder à leur compte bancaire. Les serveurs vont saturer. Les distributeurs automatiques vont se vider. Les agences bancaires vont fermer leurs portes prématurément. Et à ce moment-là, la panique va se généraliser. Des millions de personnes vont réaliser que leur argent est inaccessible. Le gouvernement devra déclarer un jour férié bancaire d'urgence, exactement comme cela s'est produit dans tous les cas précédents. Quand les banques rouvriront, des restrictions drastiques seront en place. Vous pourrez peut-être retirer 50 ou 100 € par jour maximum. Vos virements internationaux seront bloqués. Vos achats par carte seront plafonnés. Vous serez effectivement prisonnier du système qui s'effondre. Mais ce n'est rien à côté de ce que je vais vous montrer sur les implications pour les actifs numériques et les crypto-monnaies. Beaucoup d'investisseurs se tournent vers le Bitcoin et autres crypto-monnaies en pensant échapper au système financier traditionnel. Cette intuition est partiellement correcte, mais dangereusement incomplète. Oui, les crypto-monnaies offrent une forme de protection contre la confiscation directe et l'inflation monétaire si elles sont correctement détenues. Mais elles comportent également des vulnérabilités spécifiques que peu de gens anticipent. Premièrement, la plupart des gens détiennent leurs crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées comme Binance, Coinbase ou Kraken. Ces plateformes sont soumises à la régulation financière et peuvent être forcées de geler les comptes, de bloquer les retraits, ou même de transmettre tous les détails de vos avoirs aux autorités fiscales. Si une crise majeure éclate, ces plateformes seront parmi les premières cibles des mesures de contrôle des capitaux. Vos bitcoins seront techniquement toujours là, mais vous ne pourrez plus y accéder. Deuxièmement, et c'est encore plus insidieux, les États sont en train de mettre en place des infrastructures de surveillance totale des transactions en crypto-monnaie. Le règlement MiCA, qui entre en vigueur dans l'Union européenne, impose des exigences de traçabilité extrêmement strictes. Toutes les transactions entre portefeuilles doivent être déclarées et associées à des identités vérifiées. Les plateformes d'échange doivent transmettre automatiquement toutes les informations aux autorités fiscales de chaque pays membre. En pratique, cela signifie que vos mouvements de crypto-monnaie seront encore plus surveillés que vos transactions bancaires traditionnelles. Et avec ces informations, les États pourront imposer des taxes rétroactives, des prélèvements exceptionnels ou simplement interdire l'utilisation de crypto-monnaies pour certaines transactions. Vous voyez où je veux en venir? Les crypto-monnaies peuvent faire partie d'une stratégie de protection, mais seulement si elles sont détenues correctement, dans des portefeuilles personnels que vous seul contrôlez, et avec une compréhension claire des risques réglementaires. Parlons maintenant d'un élément que absolument personne dans les médias mainstream n'évoque parce qu'il est politiquement explosif. La dette française n'est pas simplement un problème technique de finances publiques. C'est le symptôme visible d'un dysfonctionnement structurel profond du modèle économique et social français. Nous avons construit un État-providence démesuré, financé par une fiscalité confiscatoire qui tue progressivement la capacité productive de l'économie. Les dépenses publiques représentent 60% du PIB, 60%. C'est le niveau le plus élevé de tous les pays développés. Cette masse de dépenses est financée par des prélèvements obligatoires qui dépassent 46% du PIB. Résultat, les entreprises ne peuvent plus investir. Les talents fuient vers des juridictions plus favorables. L'innovation est étouffée. La croissance stagne. Et comme la croissance stagne, les recettes fiscales n'augmentent pas assez vite pour couvrir les dépenses, donc le déficit se creuse, donc la dette augmente, donc les charges d'intérêt explosent, donc il faut encore plus de dépenses pour maintenir le système social, donc encore plus de dettes. C'est une spirale mortelle dont il n'existe aucune sortie politique acceptable pour les dirigeants actuels. Toute réforme structurelle nécessaire pour briser ce cycle
impliquerait des coupes massives dans les dépenses publiques, une réduction drastique de la fonction publique, une remise en cause des régimes de retraite généreux, une limitation des prestations sociales. Aucun gouvernement français n'a le courage politique de mener ces réformes parce qu'elles déclencheraient immédiatement des mouvements sociaux d'une ampleur qui rendrait les gilets jaunes anecdotiques. Donc nos dirigeants font ce que tous les dirigeants faibles font face à des problèmes insolubles. Ils continuent sur la même trajectoire en espérant que l'effondrement se produira après leur départ, que ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Cette lâcheté politique va coûter l'épargne de millions de Français qui n'ont absolument rien fait pour mériter ce sort. Maintenant, et j'insiste sur ce point, parce qu'il est absolument décisif pour votre survie financière, vous devez comprendre que nous ne parlons plus d'un scénario hypothétique lointain. Les 48 prochaines heures vont nous dire si la crise éclate maintenant ou si nous avons encore quelques mois de répit supplémentaire. Mais même dans le meilleur scénario où cette adjudication se passe relativement bien, nous ne faisons que repousser l'inévitable de quelques trimestres. La trajectoire est établie, les chiffres sont implacables, l'effondrement est mathématiquement certain, la seule variable inconnue est le timing précis. Alors, que devez-vous faire concrètement? Comment protéger votre patrimoine dans cet environnement où tous les actifs traditionnels sont contaminés par le risque systémique? C'est la question à 1 million d'euros, littéralement. Et la réponse n'est pas simple, parce que si elle l'était, les institutions financières vous l'auraient déjà donné et vendu des produits structurés pour en profiter. La vérité, c'est que protéger son patrimoine dans une crise systémique de dette souveraine nécessite une restructuration complète de votre approche de l'investissement. Vous devez abandonner les dogmes de la diversification traditionnelle et adopter ce que j'appelle une stratégie de décorrélation radicale. Première étape absolument non négociable. Vous devez sortir immédiatement tout ce qui n'est pas essentiel du système bancaire français traditionnel. Je ne parle pas de fermer tous vos comptes et de vivre sous un matelas avec des billets. Je parle de réduire drastiquement votre exposition au risque de contrepartie bancaire. Gardez sur vos comptes courants uniquement ce dont vous avez besoin pour vos dépenses des 2 à 3 prochains mois. Tout le reste doit être relocalisé vers des structures plus sûres et plus diversifiées géographiquement. Cela signifie ouvrir des comptes dans des juridictions bancaires stables hors de la zone euro. La Suisse reste une option malgré l'érosion de sa confidentialité. La Norvège est excellente. Singapour pour ceux qui ont les moyens. Le but n'est absolument pas l'évasion fiscale. Vous déclarez tout à l'administration fiscale française comme la loi l'exige. Mais vous créez une séparation géographique qui vous protège contre les mesures d'urgence que le gouvernement français pourrait imposer sur son territoire. Deuxième allocation critique, les métaux précieux physiques. Je ne parle pas de certificats papier ou d'ETF adossés à l'or. Je parle de pièces et lingots physiques que vous possédez réellement. L'or est la seule forme d'argent qui a traversé toutes les crises monétaires de l'histoire humaine. Tous les empires ont vu leur monnaie s'effondrer. L'or est toujours là, conservant sa valeur à travers les millénaires. En période de crise de dette souveraine, l'or explose systématiquement parce que les investisseurs fuient les actifs papiers pour se réfugier dans des actifs tangibles qui ne dépendent d'aucune promesse gouvernementale. Lors de la dernière grande crise inflationniste des années 70, l'or est passé de 35 $, l'once, à 850 $ en moins de 10 ans. Une multiplication par 24. Quelle proportion de votre patrimoine devrait être en métaux précieux? Au minimum 15%. Si vous êtes particulièrement pessimiste sur l'évolution de la situation, jusqu'à 30 ou 40%. Conservez ces métaux soit dans un coffre privé sécurisé hors du système bancaire, soit directement chez vous, dans un coffre-fort de très haute qualité. N'oubliez pas, si c'est dans un coffre bancaire, cela peut être saisi ou bloqué en cas de crise majeure. Troisième allocation que peu de gens comprennent vraiment. Les actifs productifs tangibles dans des secteurs essentiels, des terres agricoles de qualité, des infrastructures énergétiques, des actifs industriels dans des secteurs qui resteront demandés quelle que soit la conjoncture économique. Pourquoi? Parce que ces actifs génèrent des flux de revenus réels, déconnectés de la santé du système financier. Une terre agricole bien gérée produit de la nourriture. Peu importe que l'euro s'effondre, les gens ont besoin de manger. La valeur intrinsèque reste. De plus, ces actifs tangibles sont des couvertures naturelles contre l'inflation. Si les prix généraux doublent, le prix de vos productions agricoles double également. Votre patrimoine suit automatiquement.
Contrairement aux obligations qui perdent massivement de la valeur en période d'inflation, les actifs réels la neutralisent. Quatrième allocation qui va choquer certains puristes financiers. Gardez une partie significative de votre patrimoine en cash physique, mais pas uniquement en euros. Diversifiez entre euros, francs suisses, dollars américains et même des devises refuges comme la couronne norvégienne. Pourquoi du cash physique à l'ère digitale? Parce que c'est le seul actif qui reste utilisable quand tous les systèmes électroniques tombent. Si une cyberattaque massive paralyse le système bancaire pendant une semaine, votre carte bleue ne sert à rien. Vos applications bancaires sont inaccessibles. Vos virements sont impossibles. Seul le cash physique permet encore d'acheter de la nourriture, de l'essence, des médicaments. De combien de cash physique avez-vous besoin? Au minimum 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Conservez-le dans un endroit extrêmement sûr, jamais dans un seul emplacement. Répartissez-le. Cinquième allocation pour les plus sophistiqués d'entre vous, les crypto-monnaies, mais avec une stratégie de détention absolument rigoureuse. Le Bitcoin reste le seul actif numérique qui a fait ses preuves comme réserve de valeur décentralisée. Mais, et c'est crucial, vous devez le détenir dans un portefeuille matériel que vous seul contrôlez, avec vos clés privées sauvegardées de manière extrêmement sécurisée. Jamais sur une plateforme d'échange, jamais via un intermédiaire. Si vous ne contrôlez pas vos clés privées, vous ne possédez pas vraiment vos bitcoins. Quelle allocation? Entre 5 et 15% selon votre tolérance au risque et votre compréhension technique. Le bitcoin peut perdre 50% de sa valeur en quelques semaines lors de corrections brutales. Pouvez-vous supporter psychologiquement cette volatilité sans paniquer et vendre au pire moment? Sinon, réduisez votre exposition. Sixième et dernière allocation. Investissez dans des compétences pratiques et des réseaux humains robustes. Cela peut sembler étrange comme conseil financier, mais lors d'effondrements systémiques majeurs, le capital humain devient souvent plus précieux que le capital financier. Apprenez des compétences concrètes qui restent utiles en toutes circonstances. Mécanique, agriculture, premiers secours, artisanat, construction. Ces compétences vous rendent résilient et vous donnent un pouvoir de négociation quand les systèmes formels dysfonctionnent. De même, cultivez des relations avec des communautés locales solides. En période de crise profonde, les réseaux d'entraide et de coopération deviennent vitaux. Ceux qui sont isolés et dépendants uniquement des systèmes institutionnels souffrent terriblement. Ceux qui ont construit des relations de confiance et des capacités d'autonomie s'en sortent. Les 48 heures qui viennent vont nous donner un signal clair. Si l'adjudication se passe bien, nous avons probablement encore quelques mois pour finaliser nos préparations. Si elle révèle une faiblesse de la demande, si les taux français s'envolent, si les spreads avec l'Allemagne se creusent brutalement, alors nous entrons immédiatement en zone de danger maximale. Dans ce cas, vous devez accélérer toutes les étapes que je viens de décrire. Chaque jour de retard augmente le risque que les fenêtres de sortie se ferment avant que vous n'ayez pu agir. Vous êtes maintenant parfaitement informé. Vous comprenez les mécanismes en jeu. Vous connaissez les dangers et les protections. Il ne reste qu'une seule variable, votre volonté d'agir, malgré l'inconfort, malgré le regard des autres, malgré cette voix intérieure qui vous dit d'attendre encore un peu. Cette voix est votre ennemi. Elle vous coûtera votre patrimoine si vous l'écoutez. La survie financière appartient aux lucides, qui agissent pendant que les masses hésitent et nient. Dans 48 heures, nous saurons. Agissez maintenant.